Climat, y voir clair pour agir, c'est le titre de votre ouvrage, Sébastien Balibar, paru aux éditions Le Pommier. Sébastien Balibar, je rappelle que vous êtes physicien, chercheur à l'École normale supérieure, que vous dirigez la section de physique à l'Académie des sciences. Et recevoir un physicien pour parler du climat, c'est confirmer cette phrase qui est dans votre livre, « La physique est omniprésence dans les sciences du climat comme les problèmes d'énergie finalement ». Oui, effectivement, la raison pour laquelle j'ai eu envie d'écrire ce livre, qui est un livre non seulement sur le climat, mais aussi sur l'énergie, c'est-à-dire les solutions qu'on peut apporter pour sauver le climat, et en passant évidemment par un problème d'actualité qui est les négociations de la COP21 à Paris dans 15 jours. La raison pour laquelle j'ai voulu couvrir l'ensemble des trois domaines, c'est que j'ai l'impression que la physique est partout là-dedans. L'évaporation de l'eau, la circulation des océans, la lumière, tout ce qui fait le climat, c'est de la physique. Quant à savoir si on veut brûler du charbon ou faire marcher des centrales nucléaires ou des éoliennes ou des barrages hydroélectriques, etc., tout ça c'est plein de physique. Et donc j'ai eu l'impression que si pour traiter l'ensemble, j'étais pas trop mal placé. Voilà, donc j'espère que j'ai réussi à faire mon tour d'horizon de la question. Alors, il faut bien distinguer météorologie et climatologie. Oui. Et vous dites que ce n'est pas parce que la météo est imprédictible que le climat le serait aussi. Vous insistez beaucoup là-dessus. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Vous savez, il y a un certain nombre de climato-sceptiques, comme on dit, qui mettent en doute les conclusions, les analyses des climatologues, ce qu'on appelle le GIEC, le groupement intergouvernemental des experts du climat, en disant si on ne sait pas prédire la météo pour dans 2-3 jours, comment c'est impossible de prévoir le climat. Et c'est une idée complètement fausse, voilà. C'est une question de temps. Le climat, c'est moyenné sur au moins une année, si ce n'est davantage. La météo, c'est au jour le jour. Et c'est pas parce que c'est pas parce que d'un jour à l'autre la météo change, pardon, qu'on ne peut pas connaître la tendance. On sait bien que l'été fait plus chaud que l'hiver, on sait bien que si le niveau des mers monte régulièrement, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'ensemble de la planète, quelles que soient les fluctuations au jour le jour de la météo, vous voyez. Donc je fais une comparaison dans le livre avec une casserole qu'on met sur le feu, où j'explique que c'est turbulent, comme l'air et l'atmosphère et aussi les océans. Et donc la température fluctue, elle n'est pas la même à tel endroit, à tel autre, en fonction du temps. Mais il n'empêche que la casserole chauffe, quoi. Donc c'est un peu ce à quoi me fait penser le climat en ce moment. Alors vers quoi devons-nous tendre, à la fois à l'issue de cette COP21, mais même après? Est-ce un objectif universel? Alors ça, c'est une difficile question. Ce qui est sûr, c'est que nos climatologues, et beaucoup d'autres gens d'ailleurs, d'experts de différentes disciplines qui convergent, nous disent qu'il faut absolument décarboner l'énergie. Il faut supprimer les émissions de ce dioxyde de carbone qu'on appelle le CO2 en chimie et qui est responsable de l'effet de serre qui réchauffe la planète. Donc pour ça, il faut absolument arrêter de brûler du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Mais il faut vraiment arrêter. Alors c'est pas faisable du jour au lendemain, mais on prend souvent 2050 comme étape. Et en 2050, il faudrait vraiment supprimer presque toutes ces émissions. Après, dans les négociations internationales, évidemment, les uns disent « c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Nous, on est pauvres, vous êtes riches. Nous, on habite à l'Est et vous à l'Ouest. » L'histoire du capitalisme industriel fait que c'est l'Angleterre, les États-Unis. Enfin, on s'en sort pas, quoi. Et moi, j'ai eu envie de revenir à quelque chose de simple parce qu'il faut que les pays se mettent tous d'accord à ces négociations. Quelque chose de simple pour moi, c'est tout simplement les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme. Donc si personne n'a le droit de polluer davantage que d'autres, je veux dire aucun pays davantage que d'autres pays, à ce moment-là, on fait une règle de 3, on trouve que c'est 1,5 tonnes par personne dans chaque pays. Et ça veut dire que les États-Unis doivent diviser par 11 leurs émissions de CO2, les Allemands par 6, la France par 3,5, la Chine par 5, et puis beaucoup de pays sont tellement pauvres qu'ils émettent presque rien. Cela, il faut les aider à se développer en construisant des sources d'énergie propres. Donc vous voyez, mais il y a un objectif qui me paraît universel, commun et simple, c'est le même pollution par personne partout, quoi. Sébastien Balibar, quelle transition énergétique choisir? En vous lisant, on voit bien que vous ne croyez pas beaucoup aux éoliennes. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Ça dépend beaucoup des pays.
parce qu'il n'y a pas deux pays qui ont les mêmes conditions, ni météorologiques, ni climatiques, ni même la même topographie. Il y a des pays comme la Suisse ou la Norvège qui ont énormément de montagnes, donc de barrages, de sources hydroélectriques formidables. Donc avec ça, ils peuvent encaisser beaucoup de fluctuations des éoliennes, par exemple. Mais il y a d'autres pays qui n'ont pas de barrages pour stocker l'électricité, qui est un problème très difficile. Cela, il faut qu'ils fassent autre chose. Quant au nucléaire, moi, je n'aime pas beaucoup le nucléaire, mais dans un pays comme la France, où c'est bien surveillé et où c'est stable, où il y a de la transparence à tous les niveaux, je trouve que c'est quand même une bonne solution qui produit beaucoup d'électricité, pas cher. Mais certainement pas en Libye, par exemple, où M. Sarkozy voulait vendre des centrales nucléaires à M. Kadhafi un an ou deux avant les désastres politiques que vous connaissez. Donc tout ça pour dire que ça dépend des endroits et qu'il faut que chaque pays décide lui-même ce qui est le mieux adapté à son histoire, à sa géographie, etc. Et justement, pour la France, que préconisez-vous ? Eh bien, je ne prétends pas avoir raison, mais je me suis permis d'examiner en détail la loi sur la transition énergétique qui est proposée. Il y a des choses qui sont bien, qui sont l'objectif pour 2050. Développer le renouvelable, je trouve ça bien dans certaines proportions, mais telles qu'on les a proposées, donc 40% de renouvelables. Là-dedans, il y a 12-13% d'hydroélectrique, ça c'est parfait, on l'a déjà de toute façon. Mais je crois qu'on se fait des illusions en s'imaginant qu'on peut soumettre le réseau électrique à des productions d'électricité aussi fluctuantes que les éoliennes qui s'arrêtent quand il n'y a pas de vent, qu'il faut arrêter quand il y en a trop, etc. Et les panneaux photovoltaïques qui s'arrêtent la nuit, juste au moment, le soir, là, comme en ce moment, où on en a besoin. Et donc, il ne suffit pas de mettre des chiffres, il faut voir si ça marche. Et donc, bon, j'examine tout ça et j'en conclus que, bon, trop d'éoliennes, c'est un peu difficile. Oui. Et puis, je pense qu'en conclusion, on pourrait peut-être dire comme Michel Serres qu'il faut tout simplement, à cette COP21 à venir, inviter la Terre à la conférence. Ben, c'est très important parce que si on n'écoute pas la Terre, c'est-à-dire le langage de la Terre étant évidemment produit par les climatologues, les scientifiques du climat et de l'énergie, si on n'écoute pas les scientifiques, les ingénieurs, les gens qui comprennent les chiffres, eh bien on émet des opinions, on se bagarre entre partis politiques, mais on n'arrive nulle part. Et donc il faut des scientifiques qui nous disent ce que dit la Terre, qui nous mettent en garde contre le danger qui nous menace et qui nous aident à trouver des solutions, oui bien sûr. Merci beaucoup.